Polo est allé en Chine vers le Levant, vers l'Est. Colomb va découvrir l'Amérique. Et voilà que Magellan fait le tour de la Terre en partant vers l'Ouest, vers le soleil qui se couche à l'Ouest. Est-ce que c'est pour vous un moment très important? Ce moment-là dont vous parlez, c'est un moment de la conquête de la figure de la Terre. Notre planète Terre, quelle est sa figure? Ératosthène, proposant que la Terre soit une sphère et mesurant son rayon, faisait un premier pas dans cette figure. Pour nous, hommes de la fin du XXe siècle, la figure de la Terre, c'est avant tout cette boule un peu bleutée qui flotte dans l'espace et dont les astronautes nous rapportent la photographie. Et pour nous, la figure de la Terre, et surtout pour les enfants d'aujourd'hui, est quelque chose qui s'impose à l'évidence. C'est une sphère qui flotte dans l'espace. Mais pour l'homme du Moyen-Âge, pour Marco Polo et pour Colomb, l'un allant vers l'Est, l'autre vers l'Ouest, la figure de la Terre, c'est avant tout un espace plat, marqué, ponctué des directions, le levant, le couchant. Et cet espace plat, on l'arpente au mieux des intérêts du commerce, des épices, de la soie pour Marco Polo, allant vers l'Est, ou des épices pour Colomb, cherchant une route plus courte pour faire des économies, au plus offrant, à l'époque le roi du Portugal, qui l'embauche. Pas de préoccupation réellement scientifique dans tout ça. Qui était Guo Shujing et en quoi la tour de Dangfeng est-elle un observatoire astronomique? 郭守敬的活动年代大约是在800年前，700年前。他是中国很有名的一个天文学家和水利学家。他在天文学上的主要贡献呢，是研制了10几种天文仪器，也修改了历法。另外，他在数学上和水利上也有成就。周公摄影台在河南的登封，是历史上中国每个朝代都在这里测影子的一个地方。古代的人认为这是一个最理想的测影的地点，不同的时期都要在这里头做影子长短变化的比较。Pourquoi cet endroit？ 中国的中字就和这个登封摄影台所测影子的关系就很有关系，因为认为这里头是一个地理的终点，同时呢，也是测影最理想的一个地方。
perspective apparaît en peinture. Bientôt Magellan fera le tour du monde. On pourrait dire que l'horizon de la peinture et celui des terres en même temps reculent. La perspective de la terre change, tout comme celle des peintres. Est-ce qu'à cette époque-là, le ciel lui aussi s'est mis en perspective? La perspective. L'espace autour de nous a 3 dimensions. La longueur, la largeur et la profondeur, si l'on veut. Et la feuille de papier n'a que 2 dimensions. Elle a perdu la profondeur. Dans notre vision du monde, nous avons 2 yeux, et si nous voyons le relief, ce n'est pas parce qu'il se forme dans notre œil une image du monde extérieur qui a une profondeur. Non, c'est notre cerveau qui, à partir de ces 2 images prises de 2 points légèrement décalés, refabrique l'impression de profondeur. Le problème se pose aussi d'une autre manière pour le ciel. La voûte céleste, comme ce mot ancien l'indique, c'est une espèce de plafond sur lequel sont piquées les étoiles. La profondeur a disparu. Et ce fut une longue histoire pour la connaissance que de restituer cette dimension de la profondeur, de placer le Soleil, la Lune, en profondeur à des distances différentes. Ce problème de la profondeur va continuer à occuper les astronomes pendant longtemps. Hiérarchiser les objets plus ou moins loin de la Terre ou du Soleil va rester leur préoccupation. La forme de la Terre est encore une 3e façon de regarder ce problème de la profondeur. En effet, la Terre est une sphère. Cette idée, pressentie sous les Grecs, mesurée par Ératosthène, devient maintenant une réalité avec les grands voyageurs. Peut-être est-ce Magellan qui a fait le premier cette conquête de la figure de la Terre ronde, en la parcourant bord à bord, puisque Colomb croyait, et ses marins encore plus que lui, qu'en s'approchant du bord de la Terre, ils allaient tomber dans cet abîme où se déversait l'océan. Et vous savez, la quasi-révolution qu'il y a eu à son bateau lorsqu'il a voulu continuer. Les marins avaient peur de tomber. Eh bien, Magellan a conquis cette figure de la Terre, et peut-être d'une façon paradoxale, cette exploration va lui permettre de constater aussi que l'image du ciel s'enrichit puisqu'il découvre un nouveau ciel. L'autre hémisphère, l'hémisphère austral, une nouvelle Terre, ronde, sphérique, et aussi un nouveau ciel. On retrouve au fond dans les hémisphères célestes, hémisphère nord, hémisphère sud, cette idée de projection d'une sphère sur l'espace. Il découvre des étoiles qui ne sont pas observables depuis l'hémisphère nord, des constellations que nul, en tout cas nul occidental, n'avait nommées, et que, en occidental conquérant, il va nommer, puisque les nuages de Magellan, ces 2 petites taches laiteuses que nous savons aujourd'hui être des galaxies, portent son nom. Bien entendu, les Indiens d'Amérique du Sud avaient nommé toutes ces figures du ciel, tous ces signes abstraits qu'ils voyaient, eux, comme les Grecs ou les Babyloniens voyaient les figures du ciel boréal, du ciel du Nord. Mais notre civilisation très impérieuse n'a eu aucun souci d'aller chercher le nom que les Indiens avaient donné à ces constellations. Elle les a nommées.
faut tout de même rectifier une idée sur les grands voyages de ce temps. Aussi bien d'ailleurs Marco Polo pour la Chine que Magellan pour la circumnavigation autour du globe. Lorsque dans les manuels on apprend cette période, l'histoire donne l'impression que partis du Portugal ou partis d'Italie, les grands explorateurs ou voyageurs sont allés vers un monde vierge, sont allés vers un monde neuf. Non, le monde était aussi vieux dans le Nouveau Monde ou en Chine qu'il était vieux en Europe. C'est un singulier point de vue qui valorise notre centre que de dire ça. Marco Polo ou Magellan n'ont pas découvert des horizons virginaux quand ils ont voyagé. Il y avait là des hommes, il y avait là des cultures, il y avait là des sciences, il y avait là des États bien organisés souvent. Et il faut les appeler non pas des explorateurs d'un nouveau monde, il faut les appeler des transmetteurs interculturels, ou des gens qui vont d'un point à un autre, d'une culture à une autre. Il faut essayer de repenser les voyages de cette époque comme des rapports entre nous et d'autres qui sont à des niveaux comparables aux nôtres au point de vue scientifique, culturel, et ainsi de suite. Oui. La Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil tourne autour de la Terre. C'est une question qui se repose 1000 ans après les Grecs. Comment? Il semble que les Grecs avaient prévu, presque un millénaire avant, même plus d'un millénaire avant, la dispute entre le géocentrisme et l'héliocentrisme en disant « si vous n'avez pas d'expérience qui en décide, les deux hypothèses sont équivalentes ». Qu'ils mettent la Terre ou le Soleil au centre, avec, pour le premier cas, le Soleil tournant comme dans le mouvement apparent, ou le Soleil au centre avec la Terre tournant, comme nous disons maintenant le mouvement réel, eh bien, les apparences étaient sauves. Pour eux, l'astronomie ou la physique consistait à sauver les apparences. Quand on avait une théorie, elle pouvait prévoir que les phénomènes arriveraient dans telle et telle position et dans tel et tel mouvement. Eh bien, dans les deux cas, les apparences étaient sauves. Et par conséquent, les hypothèses étaient équivalentes. Et cette solution me paraît d'une profondeur physique et philosophique sans exemple. On ne peut pas dire d'une part que Copernic est le premier à avoir dit que le Soleil était au centre du monde. Et l'aurait-il dit? Et il l'a dit, il ne l'a pas démontré. Parce qu'à cette époque, c'était indémontrable. C'était indémontrable pour des raisons purement physiques. On n'avait que des raisons cinématiques, c'est-à-dire des raisons de figures et de mouvements. Avec seulement la géométrie des figures et la mécanique des mouvements, on ne peut pas démontrer que le centre est à tel ou tel endroit. Et je crois bien qu'il n'y a pas eu, en fait, de révolution copernicienne. La preuve, c'est que les grands savants, comme Tycho Brahe, n'ont pas eu de modèle héliocentrique, que des grands savants ou des grands philosophes comme Descartes ou Leibniz ont hésité sur la question. Alors on dit, ils ont hésité parce qu'ils ont eu peur des foudres de l'Église. Vrai ou faux? Probablement faux, parce qu'ils n'ont pas hésité sur d'autres questions
Par exemple, sur l'infinité du monde, question à propos de laquelle Giordano Bruno avait été brûlé. Or, sur ce point, ils n'ont pas hésité, ils ont dit le monde est infini. Donc, ils n'ont pas eu peur. Et s'ils n'ont pas eu peur sur un point, ils n'ont pas eu peur sur l'autre. Je crois donc qu'on peut dire de façon tout à fait claire qu'il n'y a pas eu de révolution copernicienne à l'époque de Copernic. Cela dit, il faut quand même avouer que le livre de Copernic est très très important à cette époque-là et qu'il a fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que la solution qu'il propose est infiniment plus élégante que celle du géocentrisme. Il semble que Copernic ne fait que reprendre ce que disaient les Grecs. Comment expliquez-vous le succès de Copernic? Copernic exhibe à nouveau une vieille hypothèse, une vieille description du mouvement du Soleil ou du mouvement des planètes, description dont il croit et dont il affirme qu'elle est plus commode, mieux adaptée à représenter les phénomènes tels qu'on les observe. Mais s'il n'y avait eu que Copernic, cette affirmation serait restée sans preuve et donc aurait vraisemblablement eu le sort de celle qui l'avait précédée. La chance de Copernic, c'est Kepler. Car Kepler va reprendre les observations et va tenter d'examiner si ces observations ne seraient pas mieux en accord avec la proposition de Copernic qu'elles ne sont avec la proposition qui avait cours à l'époque de Ptolémée. Mais Kepler tout seul, à nouveau, n'aurait rien pu faire. Car la chance de Kepler, c'est Tycho Brahe. Tycho Brahe, qui dans les 30 ou 40 années qui ont précédé Kepler, a accumulé des observations des planètes, et notamment de Mars, peut-être la plus facile à observer car suffisamment proche de la Terre pour avoir des mouvements de grande amplitude, et qui a, sur ces observations, déterminé les positions des planètes, et donc de Mars, avec une précision jamais atteinte jusqu'alors, de l'ordre de la minute d'arc. Qu'est-ce que c'est une minute d'arc? Minute, c'est un mot pour parler du temps. C'est du temps, mais c'est aussi de l'espace. On dit en effet minute et seconde pour une raison tout à fait claire. C'est que l'astronomie observe toujours dans un système circulaire, dans un système rond. Il y a toujours des cercles ou des sphères. Et lorsqu'on a un objet un peu lointain et qu'on l'observe, on voit les distances qu'on est obligé de calculer sont toujours alignées sur des segments de cercles, des segments de grands cercles de sphères. Alors pourquoi minute et seconde? C'est tout à fait clair. Prenez votre montre, regardez son cadran. C'est un cercle. Ce cercle se divise assez facilement en 4, se divise assez facilement en 3. Se divise de telle sorte que les nombres qui expriment le mieux les mesures sont toujours à base 6. Essayez par exemple, comme on a essayé de le faire au moment de l'invention du système décimal, de diviser un cercle en 10 parties, vous allez le couper en 2 et puis ensuite ça tombe avec une division en 5. Vous voyez que là c'est tout à fait malaisé, ce n'est pas un système commode. Et la division en 6, au contraire, est parfaitement commode. 3, 6, 9, 12, il est moins le quart, il est écart, vous voyez.
C'est un système que nous utilisons tous les jours pour lire l'heure. Eh bien, c'est à cause de cette commodité de mesure sur des segments de cercles ou de grands cercles de sphères qu'on a utilisé les minutes et les secondes. Alors, ne croyez pas que c'est du temps, c'est de l'espace. Et quand je dis que Tycho mesure la position de Mars dans le ciel à 1 minute d'arc de précision, cela revient à dire qu'il est capable d'évaluer la position à environ 1/30 du diamètre du Soleil. Tycho Brahe avait de très grands instruments, très très grands pour l'époque. Pourquoi si grands? Tycho Brahe est un homme riche. Et c'est un homme riche et curieux des choses du ciel et qui se propose un objectif fort intelligent qui est de construire les machines les plus grosses qu'on ait jamais faites pour mesurer avec plus de précision que nul ne l'a fait avant lui la position relative des étoiles et surtout des planètes. Et pour en décrire ainsi, dans des tables consignées dans son observatoire, les positions au cours du temps avec une précision jamais atteinte encore. Et ces grandes machines portent à la perfection le principe déjà millénaire ou plurimillénaire de l'alignement. Les pierres dressées ou les instruments de Tycho, ce sont des observatoires de la même famille. Mais le raffinement de moyens, la qualité de la géométrie qu'utilise Tycho, lui permet d'atteindre une précision inégalée. Le fait de construire à une époque donnée, avec la technique dont on dispose, des observatoires puissants
dont témoigne aussi bien Tycho à son époque, ce fait reste toujours d'actualité aujourd'hui, puisque la construction des très grands instruments, ceux qui nous permettent de progresser dans la connaissance de l'univers, sont aussi des entreprises très coûteuses et réservées aux riches. Aujourd'hui, plus le miroir est grand et plus on a d'informations. Mais qu'est-ce qui fait que chez Tycho, plus c'était grand et plus c'était précis? Eh bien, c'est une précision liée à la qualité d'un alignement. Vous savez très bien que si vous voulez distinguer deux directions en prenant des repères, plus vous poserez le repère loin de vous, plus la détermination de la direction sera précise. C'est la même démarche. Mais pour repérer des directions dans le ciel, il faut poser les repères au-dessus de soi, donc sur des plafonds, des poutres, des édifices. Et construire un édifice de grande taille, de plusieurs dizaines de mètres, c'est construire un objet coûteux. En 1572, je crois en novembre, Tycho sort du laboratoire où il travaillait. Il faisait à ce moment-là plutôt de l'alchimie. Il sort du laboratoire où il travaillait, il regarde le ciel, et il s'aperçoit, parce qu'il connaissait bien le ciel, que dans la constellation de Cassiopée, vous savez, celle qui a la forme d'un W, tout près de l'une des pointes du W, une étoile est, figure là, qui n'était pas là la veille. Bon, ça c'était pas rare. Il y avait des comètes, il y avait des qu'on avait déjà observées à plusieurs reprises, mais la comète se déplace rapidement. Le lendemain, elle n'est plus au même endroit. Or, cette étoile-là, le lendemain, elle est au même endroit. Le surlendemain, elle est au même endroit. Et puis l'idée se propage, l'observation se propage. Beaucoup d'autres astronomes observent la même supernova et remarquent qu'en effet, elle ne bouge pas pendant un an, elle n'a pas bougé. On l'a suivie pendant un an, elle n'a pas bougé. Son éclat a décru, a diminué, mais elle n'a pas bougé. Autrement dit, elle est très loin, parce que si elle avait été proche, simplement aussi proche que la Lune, elle se serait déplacée sur le ciel, comme la Lune, qui se déplace, qui fait rapidement sur le ciel. Et le fait qu'elle soit beaucoup plus loin que la Lune la place d'emblée dans ce monde éthéré, astral, auquel Aristote attribuait, et auquel tout le monde depuis Aristote attribuait des propriétés de perfection. C'était là-bas, de l'autre côté de la Lune, le monde idéal, le monde parfait, le monde incorruptible. Il n'y avait que de l'éther, mélangeable à rien d'autre. Et puis, sous la Lune, le monde sublunaire, donc plus près que la Lune, les météores, le monde des météores, des choses imprévisibles, les humeurs du nuage, les humeurs des météores, les humeurs des arcs-en-ciel, les humeurs des hommes, les humeurs des dieux, hein, des dieux très, très anthropomorphes, bien entendu, que se donnaient les Grecs. Bref, les humeurs. Tout s'écroule avec Tycho. On ne peut plus, on n'a plus le droit de penser que le ciel est essentiellement différent de la Terre. On doit penser que les lois qui règnent là-haut sont les mêmes que celles qui règnent ici et qu'il y a des choses qui ne sont plus immuables. Et les comètes, alors? Ah ben alors les comètes, c'est pareil. C'est-à-dire que pendant longtemps, on croyait qu'elles étaient sublunaires, mais Tycho recommence l'opération, et quelques années après, il démontre, en mesurant le mouvement d'une comète, que cette comète était au moins 6 fois plus éloignée que la Lune. Donc la comète appartient aussi au monde astral, comme la supernova. Alors, il y avait une idée de profondeur qui commençait à s'installer, confusément. On peut dire que c'est Kepler, probablement, qui a été le premier, je crois, si je ne me trompe pas, le premier à voir que le ciel était une immense perspective. À dire, les astres les plus brillants, les étoiles les plus brillantes sont les plus proches. Elles sont brillantes parce qu'elles sont proches. Les moins brillantes sont moins brillantes parce qu'elles sont plus loin. Et le monde est fini, parce que s'il n'était pas fini, il devrait être brillant, le ciel devrait être brillant partout. Et ces deux idées-là
ont été des idées clés, absolument, qui se sont retrouvées dans les siècles qui ont suivi constamment. Kepler a été un précurseur presque dans tous les domaines. Disons le couple Tycho-Kepler a été un couple de précurseurs presque dans tous les domaines de l'astronomie. C'est tout à fait remarquable à quel point on voit ressurgir, longtemps après Kepler, ces idées-là. Car Kepler n'avait pas de fondement pour affirmer ces choses-là. Les fondements, on a démontré qu'il avait raison, mais beaucoup plus tard. Kepler écrit un traité sur les cristaux de neige. Quel rapport y a-t-il entre la neige et l'univers? Kepler est fasciné par la symétrie. Il recherche si non seulement l'orbite de Mars, mais celle des autres planètes, pourrait être décrite à partir de ce qu'il considère comme des figures presque parfaites, très symétriques, que sont les polyèdres réguliers. Des polyèdres réguliers, nous en connaissons, le tétraèdre de la brique de lait, ou bien le cube, ou encore le dodécaèdre, qui est plus compliqué. Mais tous ces corps sont des objets remarquablement symétriques de la géométrie. Et en cela, Kepler est un homme moderne, car les considérations de symétrie sont, donc de simplicité, si on préfère, sont des considérations qui guident toujours les physiciens. Aujourd'hui, pour comprendre la structure du noyau de l'atome ou la composition, l'organisation des particules élémentaires, c'est encore vers la symétrie de l'espace que se tournent les physiciens. Et quoi de plus symétrique qu'un cristal de neige? Quelle magnifique démonstration de l'organisation symétrique de la matière que ces images de cristaux de neige. Mais Kepler échoue.
il ne parvient pas, à l'aide de ces merveilles de symétrie que sont les polyèdres, à trouver une correspondance quelconque avec ses observations de la planète Mars. Il lui faut donc chercher ailleurs. Et il va, en quelque sorte à son corps défendant, s'apercevoir qu'il n'y a rien à faire. Mars est sur une courbe qui est une ellipse. Jusqu'à Kepler, on croyait vraiment que les trajectoires des astres étaient circulaires. Pourquoi le croyait-on? On le croyait parce que la figure du cercle était une figure extrêmement valorisée depuis l'Antiquité grecque. Le cercle était ce qu'il y avait de mieux pour compter le temps, mais il était valorisé aussi pour des questions presque de type mystique. Et la découverte qu'il y avait deux centres et non pas un, c'est-à-dire que la trajectoire de la planète selon la deuxième loi de Kepler est elliptique et non pas circulaire, a fait branler entièrement l'histoire des sciences. Tout d'un coup, le monde était un peu irrégulier. Le monde était une came et non pas un système de cercles. Vous voulez dire que c'est un trajet ovale? Un trajet ovale, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a deux centres. Le cercle a un centre et c'est le point équidistant de tous les points à égale distance du centre, n'est-ce pas? Tandis que l'ellipse a deux centres et elle est donc excentrée. Et bien sûr, les ellipses sont très très proches des cercles. C'est pour ça qu'on n'avait pas découvert que c'était des ellipses. Mais enfin, il faut donner à Kepler ce qui lui revient, c'est-à-dire d'avoir découvert ça. Comment Kepler peut-il trouver l'orbite de Mars, son ellipse, et continuer à penser que les planètes sont tenues par des tiges de verre, enfin des courbes de verre, et que ce système solaire est animé par un moteur qui est caché au fond de l'univers? Alors Kepler se confronte au problème là aussi permanent des physiciens, qui est celui de l'abstraction. Il lui faut, en quelque sorte, rendre compte du fait que la planète reste sur cette courbe. Qu'est-ce qui la tient? Car au fond, l'ellipse est ovale.
que décrit Mars, c'est une forme abstraite, c'est un produit de la géométrie. Mais Mars, c'est un objet bien physique qui renvoie vers la Terre la lumière du Soleil. Donc, comment, par quelle démarche intellectuelle, Kepler va-t-il être capable d'assigner à Mars cette ellipse-là et pas une autre? Alors, la solution la plus simple, la moins abstraite possible, la plus mécanique, si l'on veut, c'est de penser que Mars est attaché à un bras de levier ou à une sphère, enfin quelque chose de matériel et qui le tient là. Et il faudra beaucoup d'efforts pour sortir de ce modèle de choses, en quelque sorte, et pour faire le pas vers l'abstraction que représentera, mais plus tard, la gravitation universelle. Et de même que Tycho avait été la chance de Kepler, eh bien Kepler sera la chance de Newton. On pourrait préciser ça à propos de Kepler. Il découvre l'orbite de Mars, son ellipse. C'est donc qu'il y a une force dans le Soleil qui attire la planète, et que cette planète semble tomber, puis revenir. Et ça, Kepler l'observe. Et de là, il n'est plus très loin de la gravitation universelle. Il n'est plus très loin, mais il ne fait pas ce pas. Et c'est le propre, peut-être, des grands esprits que de faire un pas immense, mais de s'arrêter au seuil du pas suivant et de laisser la place pour celui qui viendra après eux. Et ce qu'on observe là chez Kepler, et que vous soulignez, on pourrait le dire de beaucoup d'autres physiciens, de ceux qui l'ont précédé et surtout d'autres qui le succéderont. C'est un des mystères de la façon dont la connaissance progresse chez l'homme. Il y a là quelque chose de la réalité du métier d'astronome, de physicien. Les choses se font en quelque sorte malgré soi, la nuit. Nous y participons comme des somnambules. Nous ne comprenons pas que cela chemine aussi vite et aussi bien, alors que nous n'en saisissons qu'un fragment en apparence tout à fait mineur. Est-ce qu'à l'époque de Kepler, on avait une idée de la taille de l'univers, de son échelle? On peut distinguer au moins grossièrement le monde, savoir le système solaire, c'est-à-dire le système des planètes, et l'univers, c'est-à-dire le grand monde autour, c'est-à-dire le monde des étoiles fixes. À l'époque considérée, on dit beaucoup que la grande querelle est celle du centre, et on a raison. Mais elle n'est pas tellement de savoir où est le centre, c'est-à-dire s'il est placé au Soleil ou s'il est placé à la Terre, mais s'il y a un centre. En effet, si le monde est fini, si le monde des étoiles est fini, on peut trouver un centre. Et l'assignation du centre au Soleil ou à la Terre, alors, est décisive. Mais si le monde est infini, alors il n'a plus de centre. Et à ce moment-là, la première question, de savoir où est le centre, est presque disqualifiée ou a beaucoup moins d'intérêt. Et à mon avis, la grande question profonde qui agite tous les esprits de l'époque et dont on a ensuite des échos jusqu'au milieu du XVIIe siècle, c'est de savoir s'il y a un centre ou s'il n'y en a pas. Et la grande pensée de Pascal sur les deux infinis n'est pas une pensée sur l'infini, elle est une pensée sur le centre. Est-ce qu'il y a un centre où je peux me réfugier et qui soit à la fois le repère de mes pensées et le refuge de ma vie? Mais s'il n'y a pas ce centre-là, non seulement je ne peux pas penser, mais même je ne peux plus vivre. Vous voyez? C'est-à-dire l'idée du centre doit être replacée dans cette deuxième question de la finitude ou l'infinitude du monde. Bien sûr, on sait que le monde planétaire est fini, puisqu'il a des limites et qu'on sait en tracer les orbites, mais l'autre monde, c'est-à-dire celui qui l'entoure, est-il fini ou infini? Et la plupart des grands penseurs de l'époque pensent qu'il est infini. Et du coup, la question du centre a beaucoup moins d'importance. Voilà, je crois, comment il faut replacer. D'une certaine manière, il y a une question anté-copernicienne, avant même de poser la question « où est-il » C'est « y en a-t-il » Et le grand désespoir du XVIIe, de certaines pensées comme celle dont je parlais de Pascal, viennent de là. S'il n'y a pas de centre, alors où habiter ?